Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view Hell in a Cell. On parlera évidemment de ce qui s'est passé durant ce pay-per-view mais aussi de ce qui s'est passé à Raw, à SmackDown. Attention, spoiler en vue. Donc on va commencer par le pré-show qui avait changé. On s'est retrouvé avec un 6-man tag team match. D'un côté les faces, Dolph Ziggler, Cesaro, Neville. De l'autre côté les heels, King Barrett, Sheamus, Mr. Money in the Bank et Rusev. Ce sont les faces qui ont gagné. Alors moi ça m'a un petit peu surprise parce que les heels avaient déjà gagné 2 fois puisque ça faisait la 3e fois qu'on avait ce match-là. 2 fois les heels avaient gagné. Et je me suis dit que comme le match qu'ils avaient prévu au départ, à savoir Randy Orton, Dean Ambrose contre Luke Harper et Braun Strowman avait été annulé, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être faire quelque chose d'autre. Ils vont peut-être amener, par exemple, Tyler Breeze pour faire gagner l'équipe Hill et qu'on aurait quelque chose d'autre. Et en fait, non. C'était un match simple. Un match simple de pré-show. Voilà, j'ai trouvé que ça ressemblait trop au match qu'on avait déjà eu lieu 2 fois auparavant. Donc j'étais un petit peu déçue, même si, il faut bien l'avouer, que quand Cesaro est dans le ring, mais voilà, ça déboîte la mâchoire, quoi. Moi, j'étais à fond, quoi. Dès qu'il y avait Cesaro, là, je me suis dit, oui, là, on voit quand même la différence de niveau entre Dolph Ziggler et Cesaro. Dolph Ziggler qui s'est fait massacrer pendant presque toute la durée du match, et hop, il arrive à faire le tag à Cesaro, et alors là, c'est... en 2 secondes, vous pouvez remarquer la différence de niveau entre les deux. Donc voilà, match assez simple, victoire des faces. À noter que lors du main event, du show main event, entre un match entre Neville et Rusev s'est blessé au niveau de son bras et donc il sera absent pendant 3 à 4 semaines. Il s'est déchiré le muscle de son bras. Donc on espère un bon rétablissement pour lui. Voilà, si je devais dire une note. Écoutez, moi j'ai bien apprécié le match, j'ai juste trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus. C'était un match qu'on avait déjà vu 2 fois, il n'y avait rien de plus. Mais j'ai quand même bien apprécié la prestation de Cesaro. J'ai trouvé que c'était lui qui avait fait carrément tout le boulot. Donc rien que pour ça, je mets 6,5 voire 7 parce que j'ai quand même bien accroché. On continue avec le premier match de la soirée. On commençait fort avec l'US Open Challenge de John Cena. Et alors là, on s'attendait à tout. Tout sauf le retour, évidemment, d'Alberto Del Rio. Donc, on s'attendait pas. En fin de compte, il y a eu des news qui avaient été postées quelques jours avant, comme quoi la WWE était en pourparlers avec Alberto Del Rio parce qu'il voulait une figure hispanique montante correspondant à cette communauté hispanique. Et donc il voulait il voulait un catcheur pour fédérer tout le côté hispanique, mais un catcheur de renom et quand même assez connu avant la coque. Donc ils ont fait réappel à Alberto Del Rio, parce que je vous rappelle qu'Alberto Del Rio, entre-temps, avait quitté la WWE pour cause de racisme ambiant. Et alors là, ils l'ont fait venir avec le plus raciste d'entre tous, Zeb Colter. Alors moi, ça m'a surprise. Quand j'ai vu Zeb Colter, je me suis dit, tiens, ils vont faire venir Jack Swagger, nous le people. Tout le monde connaît Jack Swagger. Je me suis dit, pourquoi pas un dernier match avant de partir, puisqu'on sait qu'il a un fin de contrat. Pourquoi pas Jack Swagger. Un dernier match contre John Cena, pourquoi pas. Et en fin de compte, quand j'ai entendu la musique d'Alberto Del Rio, je me suis dit, what? Alberto? Donc même si j'avais eu quelques news, quelques petits spoilers, je me suis dit putain le mec il revient. Alors il revient contre John Cena. C'était un match comme tous les autres Open Challenge match en fin de compte, il y a rien eu plus. J'ai trouvé que John Cena n'était pas très en forme malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu poussif. Alberto qui domine, à noter de la tête et des épaules, et Alberto qui devient nouveau champion. Mais alors là, je n'ai pas aimé, voilà. Je n'ai rien contre Alberto Del Rio. Moi, personnellement, il m'avait pas manqué, voilà. Voilà, je vais être franche avec vous. Moi, ce garçon ne m'avait pas manqué. Mais bon, je suis contente qu'il revienne. Mais il m'avait pas manqué. Là, il revient. Paf, on lui donne un match pour le titre. Paf, on le met champion. Je trouve ça
assez injuste pour ce garçon-là. Parce que je pense que c'était prévu dans son contrat, évidemment. Le mec, il s'est fait plaisir. Et aussi financièrement parlant, je suppose. Mais j'ai trouvé que c'était dommage parce que John Cena, il est là toutes les semaines. Il est le visage de la WWE. Il est champion des États-Unis. Pendant chaque semaine, il a redoré du galon à ce titre qu'il en avait perdu avec des champions comme Dean Ambrose qui les défendait alors qu'il était là toutes les semaines quand il était champion tous les 36 du mois. On avait aussi des champions comme un certain Brock Lesnar qui est en contrat CDD et que comme il était champion WWE poids lourd, il défendait sa ceinture aussi tous les 36 du mois. Donc là, qu'on ait un champion qui fait des Open Challenge chaque semaine, quelqu'un de la carrure, de l'envergure de John Cena, ça donnait du relief à ce titre-là. Même si c'était des Open Challenge et que moi, comme je vous ai dit, les Open Challenge, ça va bien à un moment donné, à fortiori, on se dirait qu'il faudrait peut-être construire une rivalité comme on avait eu contre Cesaro ou contre Kevin Owens. Là, c'était bien parce que c'était 2-3 fois la même personne et il y avait une construction et on s'intéressait vraiment au match. Après, qu'on passe comme ça de catcheur en catcheur, de renom ou pas, oui, mais bon, on s'intéresse pas à la rivalité parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de suite. Là, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une suite puisque John Cena est prévu en décembre pour TLCS, donc le prochain, le pay-per-view de décembre, donc Tabor, Ladder, Chairs and Steers, la nouveauté depuis l'année dernière. Ce sera chez lui à Boston, Massachusetts. Et il y aura la revanche contre Alberto Del Rio pour le titre des États-Unis. Voilà, ça, je vous spoil l'un des matchs qu'on aura dans 2 mois pour TLCS. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Moi, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on lui fait perdre ce titre comme ça. Le mec, il est là, chaque semaine, il défend son titre. Il est le visage de la WWE. Il fait de la promo. Il fait le truc contre le cancer des seins pour les femmes et tout ça. La promo et tout ça. Et le mec, on lui dit, écoute, on va faire revenir Alberto Del Rio et paf, tu vas perdre contre lui. Je trouve ça, mais dégueulasse. Voilà, je le dis. Le mec, en plus, il part que 2 mois. Est-ce que ça aurait dérangé quelqu'un que pendant 2 mois, on n'ait pas de défense de titre des États-Unis? Moi, personnellement, ça m'aurait pas choqué. Parce qu'on a eu des gens comme Dean Ambrose qui l'a défendu que tous les 3/4 du siècle. Des gens comme Brock Lesnar qui l'a défendu que tous les 3/4 du siècle aussi. Voilà, une personne comme John Cena qui est là toutes les semaines. Là, il n'est pas là pendant 2 mois. Paf, on lui retire le titre. Surtout qu'on sait très bien que va y avoir la revanche, comme je vous ai dit, à TLCS, et que qui va récupérer le titre? John Cena, je vous le donne en 1000. Donc je trouve ça dommage que Alberto ait dit oui, parce qu'en fin de compte, il est champion juste par intérim pour remplacer John Cena. Je trouve ça navrant qu'on lui donne ça en première opportunité de titre. Mais bon, l'association avec Zeb Colter, moi personnellement, j'ai du mal à croire à Zeb Colter face, hein, je sais pas pour vous, mais Zeb Colter, alors attendez, qui crachait presque au visage d'Alberto Del Rio en l'appelant Perro, je vous rappelle que Perro en espagnol ça veut dire chien, un petit peu de culture hispanique, n'est-ce pas? Nous, le peuple, avec une Amérique catholique ou protestante, je crois que la religion là-bas principale c'est protestante, blanche évidemment, c'était la principale pensée de Zeb Colter avec Jack Swagger, nous, le peuple. Donc c'est quand même une Amérique très puritaine et très arriérée. Et là, d'un coup, qui nous sort, oui, on va se faire le nouveau pays, le Mexique America. C'est la culture des 2 pays. Je suis un homme nouveau, je suis un homme grandi grâce à Alberto Del Rio. Nos 2 cultures vont se former en plus qu'une et tout ça. Ah, mais moi, j'y crois pas 2 secondes. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y crois pas. Bref, j'ai trouvé ça dommage. Après, je suis quand même contente du retour d'Alberto Del Rio, même. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup perdu. J'étais assez surprise de le voir en si bonne forme. J'ai trouvé plus que c'était John Cena qui avait un petit peu de mal. En même temps, c'était son dernier match, voilà. Avant de partir, peut-être qu'il n'a pas tout donné lors de ce match-là, ce que je comprendrais très aisément. Bref, moi j'étais un petit peu déçue de ce match-là. Je m'attendais à quelque chose.
Et en fin de compte, retour d'Alberto Del Rio, oui, bon, bah pourquoi pas. Moi, personnellement, il m'avait pas manqué. En plus, en manager, Zeb Coulter, j'attends de voir, voilà. Pour l'instant, je suis dubitatif, j'attends de voir. Et j'attends de voir surtout ce qu'ils vont faire avec ce titre des États-Unis. Est-ce qu'ils vont faire 2 mois comme ça sans rien? Ça n'a pas l'air. Je vous dirai ça quand on parlera de Seth Rollins et de Kane. Ça n'a pas l'air. Pour l'instant, ils ont l'air de faire une bonne construction. Donc ça sauve les mêmes, j'ai envie de dire. Le match en lui-même, voilà, je l'ai trouvé poussif. J'ai pas apprécié qu'on lui donne le titre. J'aurais préféré que John Cena reste champion. Si c'est en plus pour lui de redonner le titre 2 mois après, je vois pas l'intérêt, mais bon. Voilà, c'est fait, on va pas revenir en arrière, donc je vais donner 5, parce que c'était la dernière prestation de John Cena, mais bon, et pour le retour quand même, un petit 5. On passe au second match, le premier Hell in a Cell match entre Roman Reigns et Bray Wyatt. Je n'ai pas aimé le match, voilà, je le dis, mais j'ai trouvé ça lent, je me suis ennuyée, mais je me suis dit c'est pas possible. Voilà, déjà la rivalité, elle commence à... Elle commence, voilà, depuis Money in the Bank, c'est trop long, c'est trop long. Là, en plus, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont faire intervenir des gens pour préparer Survivor Series match, comme je vous l'avais dit, Team Wyatt contre Team Ambrose et Reigns. Et en fin de compte, non, il n'y a pas eu d'intervention. Zéro, nada. Bon, il y a eu quelques petits objets. Le seul truc notable, c'est le spear à travers la table que j'ai plutôt bien apprécié. Après, malheureusement, avec la caméra, on a su qu'il allait faire le spear à travers la table. Donc j'ai trouvé que ça gâchait le plaisir. Mais voilà, c'est quand même une prise de risque. J'ai apprécié ce moment-là du match. Sinon, le match, voilà, j'ai pas accroché. Victoire de Roman Reigns, sans intervention. Donc apparemment, ça va clore la rivalité. Alors je dis ça. Je reviendrai sur cette rivalité-là lors du main event parce qu'il s'est passé quelque chose et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en Survivor Series match. Vous le savez qu'il y en a eu 2 normalement. Il y en a un pour les garçons, un pour les filles. Donc pourquoi pas faire quelque chose et continuer la rivalité. Surtout que Bray Wyatt a dit lors d'un speech que pour l'instant c'était fini mais qu'ils allaient encore s'affronter une fois. Donc c'est pas vraiment fini. Le match, voilà, j'ai pas trop apprécié. Je vais quand même donner 6. Au-dessus de la moyenne parce que... Voilà, je me suis dit que faire tout de suite d'emblée un Hell in a Cell match après le match opener de John Cena, je me suis dit que c'était bien fait. Ça me mettait dans l'ambiance parce qu'il y avait que 2 matchs Hell in a Cell en même temps. Mais voilà, moi j'ai pas trop apprécié, mais bon... C'était comme... Voilà, il manquait un petit truc pour moi. Il manquait du hardcore, quoi. J'aurais voulu que ce soit plus... qu'on sente vraiment quelque chose. Et en fin de compte, moi, je suis passée à travers. Alors, c'est peut-être juste moi, hein, mais voilà, moi, je suis passée à travers. On continue avec les New Day contre les Dudley Boys pour le titre Tag Team. Donc là, il n'y avait pas Xavier Woods. Xavier Woods n'était pas là. Eh ben, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là. Mais là, je me suis dit, mes oreilles. Je me suis concentrée sur le match. Le match, autant vous dire que j'étais déçue que les Dudley Boys ne gagnent pas le match. Parce que ça fait quand même la 3e tentative de ces personnes-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Surtout qu'ils ont failli perdre encore par disqualification. Donc ça aurait fait 3 fois qu'ils perdent par disqualification vu que les 2 dernières fois ils ont perdu par disqualification. Donc je me suis dit ça ferait peut-être trop gros. Heureusement l'arbitre a fait continuer le match. Résultat ils ont perdu de manière légale on va dire. Mais je me suis dit à quoi ça sert de les avoir ramenés si c'est pour les faire perdre. Voilà, question. J'attends une réponse. Je ne sais pas. Est-ce que c'était juste pour les fans et juste pour leur donner comme ça un petit dernier tour de piste, une petite dernière exposition? Mais à ce moment-là, mettez les champions même si c'est juste pendant 1 ou 2 mois. Voilà, je comprends pas trop le fait qu'ils étaient plus champions. Après, qui d'autre contre les New Day là? Personnellement, je vois pas. Quelle équipe contre les New Day? Je vois pas. Donc, je suis un petit peu déçue. Les New Day sans Xavier Woods, j'aime mieux. Mais voilà, je suis pas non plus fan absolu.
Donc voilà, j'ai trouvé que le match il ressemblait trop aux 2 matchs précédents qu'on avait vus. La fin, on a cru que c'était la même chose. Le fait qu'il soit pas champion, je comprends pas. Donc voilà, ça m'est passé un petit peu au-dessus. Donc ouais, 5-6, hein, pas beaucoup plus. Hein. Que voulez-vous? De toute façon, je vais vous le dire tout de suite, il y a très peu de matchs que j'ai aimés. Voilà un des matchs que j'ai aimé. Alors là, vous allez me dire, what? Donc le match des divas entre Charlotte et Nikki Bella pour le titre féminin. Oui, la dernière fois, j'avais pas aimé, mais cette fois-ci, ça ressemblait à la dernière fois, mais il y avait un peu plus de hargne, un peu plus de... Je sais pas, de catch, oui, parce que la dernière fois, Charlotte n'avait pratiquement pas catché. Hein. En même temps, la dernière fois, c'était plus le côté heal de Nikki qu'on mettait en avant. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que Nikki a dominé, mais en fait, ils étaient obligés de faire ça pour faire en sorte de dire au public, oui, elle était quand même championne pendant 1 an. D'ailleurs, ça a été les commentateurs français qui ont dit ça. Oui, c'est quand même Nikki Bella qui a eu le record, pété le record des Jelly. Et donc, c'est pas n'importe qui. Oui, ça, on veut bien l'entendre, mais peut-être fallait-il, pardon, le faire avant. Enfin, pendant qu'elle était championne, justement. Ce côté hargneuse, ce côté j'en ai dans le bide, je ne suis pas qu'une bibo, ce côté voilà, je suis championne, c'est moi la chef et dégagez. Voilà, il fallait le faire avant. Malheureusement, avant, on n'avait pas ça. Avant, c'était juste. Pardon, je m'étouffe. Avant, c'était juste le côté on va faire péter la streak des Jelly, voilà. Et c'est après, ils se sont réveillés, ils se sont dit, faut quand même que Nikki domine le match, faut quand même qu'elle montre certaines choses pour dire, eh ben en fin de compte, si elle était championne pendant 1 an, c'est qu'elle le méritait d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que moi j'ai apprécié, parce que j'ai apprécié ce que m'a proposé Nikki Bella. J'ai trouvé que c'était bien appliqué, j'ai trouvé que c'était bien. J'étais assez surpris, je m'attendais pas à grand chose à ce match-là. Et en fin de compte, bon, conservation du titre de Charlotte, on s'en doutait. Mais j'ai trouvé que pour clore cette rivalité, eh ben, ça avait été pas mal fait. Alors je vous le dis, clore la rivalité, pourquoi? Parce que Paige s'est de nouveau retournée contre son ex-team, maintenant PCB. Elle s'en est prise à Becky Lynch, elle s'en est prise à Charlotte. Et donc évidemment, cela signifie que... lors des Survivor Series, nous aurons au moins Paige contre Charlotte, peut-être le triple threat match qu'on aurait dû avoir là pour Hell in a Cell entre Nikki Bella, Paige et Charlotte, pourquoi pas. Je vois pas ce que ça changerait de plus, mais bon, pourquoi pas faire une construction avec Nikki qui tourne encore autour du titre, pourquoi pas. Maintenant, elle a perdu 2 fois par soumission. Voilà, ceci explique ça. Je pense que ça va clore la rivalité et que maintenant on va se concentrer sur Paige contre Charlotte avec j'ai trahi mes meilleurs amis et tout ça, et plus ce côté, ça semble se diriger vers là. Mais voilà, ce match-là, c'était une bonne surprise pour moi, donc je mets un grand 7, même 7,5 parce que j'ai bien apprécié. Je m'attendais à rien et j'ai trouvé que Nikki Bella m'avait extrêmement surprise et en bien. On continue avec le match pour le titre WWE poids lourd entre Demon Kane et Seth Rollins. Attention, parce que si Demon Kane perdait le match, et ben Corporate Kane, il n'y avait plus, il perdait son job. Autant vous dire que je n'ai pas apprécié ce match. Mais j'ai trouvé que Kane était ailleurs, je ne l'ai pas trouvé dessus. Et Seth Rollins, alors je vous le dis tout de suite, qui gagne seul, sans magouille, contre Demon Kane, mais c'est pas crédible 2 secondes. Mais alors pas du tout. Depuis quand Seth Rollins gagne tout seul contre Demon Kane? C'est Demon Kane, hein, c'est pas le Gugus du coin. Ben voilà, ça m'énerve. Je me suis dit que Kane allait gagner et que Sheamus allait encaisser sa mallette. Et en fin de compte, ça, on l'a su dans le pré-show. Pour ceux qui ont suivi le pré-show, on s'est fait spoiler à ce moment-là que Sheamus n'allait pas cacher sa mallette, parce que dans le pré-show, on nous a dit que Sheamus peut-être allait cacher sa mallette ce soir. Autant vous dire que ça signifie qu'il allait pas cacher la mallette pendant le pay-per-view. Voilà, donc on s'est fait spoiler ça dès le pré-show. Pas d'intervention, le match était assez ennuyant, il s'est rien passé d'exceptionnel.
Kane, je l'ai trouvé pas dans le coup. Et en fin de compte, je pense que c'était pour... de toute façon, c'était sûr qu'il allait pas récupérer le titre, comme je vous ai dit, par rapport à son frère Taker. Et ça s'est confirmé à Raw. Ça, je vous en parlerai lors du main event, de tout ce qui s'est passé à Raw avec Kane Taker. Mais voilà, Seth Rollins qui conserve encore le titre. La bonne nouvelle, c'est qu'à Raw, ils ont fait un Fatal 4-Way pour déterminer le nouveau challenger numéro 1 au titre pour Seth Rollins. Donc nous avions le choix entre Roman Reigns, Alberto Del Rio, Kevin Owens et Dolph Ziggler. Les 4 ont eu un match avant pour se qualifier pour être dans ce Fatal 4-Way là. Donc ils avaient à combattre Adrian Neville, Biggie, Kofi Kingston et Cesaro. Et le prochain challenger numéro 1 pour le titre de Seth Rollins, évidemment, je vous le donne en mille, c'est Roman Reigns. Oui, bien joué. Donc Roman Reigns sera le prochain challenger pour le titre de Seth Rollins. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je vous parlerai de ce qui me semble arriver pour les Survivor Series. Je ne suis pas sûre parce que ça veut dire prochain challenger, ça veut pas dire prochain pay-per-view. Voilà. Est-ce que Roman Reigns va combattre 2 fois au Survivor Series, une fois dans le Survivor Series match et une fois pour le titre WWE poids lourd. Maintenant, ce que j'ai peur, c'est par rapport à Sheamus qui est Mr. Money in the Bank. Parce qu'il se murmure que Roman devienne champion un jour, ça on le sait très bien. Mais il se murmure que quand il sera champion, et bien que ce soit lui qui pète le record de, je vous le donne en mille, CM Punk, le record de longévité de ceinture. Je vous rappelle que CM Punk a gardé sa ceinture presque 1 an. Donc Roman Reigns pèterait ce record-là. Le problème, c'est que si on lui donne tout de suite le titre, ça veut dire que Sheamus cachera sa mallette dans le vide, puisque il peut la cacher que jusqu'au Money in the Bank suivant. Donc je ne sais pas, moi ça me fait peur pour Sheamus personnellement, même si je suis pas très fan de Sheamus, voilà, ce côté heel, moi je le préfère comme ça, en guerrier celt heel que en face où on savait pas trop quoi faire de lui. Et voilà, ça me fait peur, que le fait que Roman Reigns soit champion plus d'1 an. Voilà, je vais pas dire ce que j'en pense parce que je vais en énerver certains. J'en ai marre qu'ils pètent à chaque fois des streaks parce qu'ils aiment pas les catcheurs ou parce qu'ils ont un bisbis avec eux. Parfois, il faut laisser ça. D'ailleurs, pour tout vous dire, ils ont tellement de rancœur en fait CM Punk que le prochain pay-per-view c'est Survivor Series. Ce sera les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Et ils ont sorti un livre de toutes les victoires de l'Undertaker, vous savez, c'est la streak à WrestleMania, et dans ce livre, il n'y a pas qui, je vous le donne en mille, CM Punk. Voilà, ceci explique cela et de la rancœur de la WWE. Le match, la note, écoutez, 4-5, j'ai pas aimé. Voilà, et que le match soit pas dans le main event, ça je vous l'avais dit, mais qui passe avant le titre intercontinental, ça veut bien dire que, en fait, Seth Rollins, ils n'arrivent pas à y croire non plus. En même temps, vu l'image qu'ils lui donnent, c'est pas normal ou logique. On continue avec... justement, c'est logique et c'est normal. Voilà, je me reprends. Le match suivant, Kevin Owens contre Ryback pour le titre intercontinental. La revanche. Le match, voilà, ennuyeux en mourir. Kevin Owens, je vous le dis, qui a conservé son titre. C'était assez logique. Voilà, j'ai pas aimé. De toute façon, je n'ai aimé que 2 matchs lors de ce pay-per-view là. Mais voilà, j'ai pas aimé. C'était... Il n'y a pas grand chose à en dire. Je vais pas faire 3 heures là-dessus. J'ai pas apprécié. Surtout que Kevin Owens, je sais pas trop où ils veulent en venir après. Quel challenger ils vont lui donner. Je ne sais pas, mais... Ouais, 3. Et encore, je suis gentille. Je n'ai pas apprécié. On finit le main event entre l'Undertaker et Brock Lesnar, le second Hell in a Cell match, donc il n'y avait pas d'enjeu. Autant vous dire que ce match, j'ai surkiffé, voilà. Premièrement, parce que je ne pensais pas que l'Undertaker, ils allaient lui booker un match de
20 minutes. Au moins 20 minutes, je pense qu'il y a eu de match. Je pensais pas parce que c'est quand même un Hell in a Cell match. Il y a quand même eu des choses hardcore, notamment le jet d'escalier. Il y a eu la souplexe à l'extérieur du ring. Il y a eu les coups de chaise. Il y a eu, on arrache carrément le tablier du ring et on fait un tombstone dessus, on fait un F5 dessus. Victoire de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a saigné contre le poteau. Alors il s'est fait saigner volontairement, je vous le dis. D'ailleurs, à mon avis, c'était pas prévu qu'il se fasse saigner autant. Je pense que c'est Brock Lesnar qui a eu cette idée-là pour vendre un peu plus le fait que l'Undertaker soit quelqu'un d'hardcore et que ses coups le blessent. C'est que c'était le côté hardcore, voilà. Et Vince McMahon, qui était dans les coulisses, n'a pas du tout apprécié. Il a fait venir le médecin. Et comme Brock Lesnar n'a pas voulu se faire soigner par le médecin, résultat, on lui a collé une amende pour se faire saigner tout seul. Je trouve ça complètement imbécile, voilà. C'est pas, il n'y a pas d'autre mot que imbécile. Voilà, le mec, il essaye de vendre le fait que l'Undertaker est toujours capable de nous vendre un truc hardcore, qui est toujours capable d'être l'Undertaker d'il y a 25 ans. Ce qui est plus le cas, parce que l'Undertaker, il vieillit, il a 50 ans, et évidemment qu'il ne peut pas faire la même chose que quand il en avait 30, que quand il en avait 20, c'est tout à fait logique. Et Brock Lesnar, qui a porté le match à bout de bras, qui a tout fait, qui a fait les choses les plus hardcore, le jet d'escalier, la souplesse de l'Undertaker dessus, pas d'intervention. Parce que ça, je vous l'avais dit, moi je sentais venir l'intervention, je pensais même qu'elle n'allait pas avoir de match, que l'Undertaker n'était pas capable. Et Brock Lesnar qui essaye de nous vendre ça le mieux possible, en se faisant saigner et tout ça, d'ailleurs il a dû se faire prendre à 2 fois pour se faire saigner, parce que la première fois il n'y est pas arrivé. Voilà, il essaie de nous vendre un truc. Alors des gens diront que voilà, c'est too much. Moi, justement, j'ai bien apprécié le fait que pour une fois, Brock Lesnar se sent impliqué et qu'il essaye de nous vendre que l'Undertaker était comme avant. Est-ce que c'est crédible? Non. Mais est-ce que ça a marché sur moi? Oui. Vous savez très bien que l'Undertaker, c'est mon catcheur préféré. J'ai trouvé qu'il avait fait une prestation assez convenable. Je l'ai trouvé plus en forme que les prestations précédentes. Voilà, j'ai trouvé que plus il catch, mieux il est. Donc j'ai trouvé ça bien. Victoire de Brock Lesnar, c'était assez logique puisque Brock Lesnar, c'est quand même une bête incarnée et pour finir cet épisode qui gagne. Après j'ai trouvé ça dommage qu'il refasse le low blow, il n'avait pas besoin de ça pour gagner, mais bon pourquoi pas, une petite allusion. Voilà, j'ai bien aimé. La fin du match, l'Undertaker, on l'applaudit comme à chaque fois. J'ai envie de dire, c'est une légende, c'est une icône. Je pense que même s'il faisait un match dégueulasse, les gens ils continueraient de l'applaudir. C'est ça la force de l'Undertaker. Et là, intervention de qui? De la Wyatt Family. Au complet, hein, Braun Strowman, Luke Harper, Eric Rowan et Bray Wyatt. Qui sont intervenus pour s'en prendre à l'Undertaker. Ils ont remporté l'Undertaker. Voilà, je sais pas vous, mais ils l'ont emporté avec eux. Le lendemain, Bray Wyatt nous a expliqué pourquoi il avait attaqué l'Undertaker. Il nous avait dit que c'était sa résurrection et tutti quanti. Et là, qui est intervenu? Évidemment, je vous le donne en mille, Kane. Parce que quand on s'en prend à l'Undertaker, évidemment, on s'en prend à la famille Kane. Mais Kane qui s'est fait aussi piéger et qui est parti de la même manière que son frère dans les tréfonds de l'enfer, je suppose. Maintenant, les Survivor Series, ce sera au mois de novembre. Ce sera les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Et ça sent Team Wyatt contre Team Taker. Donc avec l'Undertaker et Kane contre la Wyatt Family. Et c'est pour ça que je me demande si Roman Reigns va participer, parce que moi j'aurais vu du côté de l'Undertaker évidemment Kane, Roman Reigns, Dean Ambrose, Ryback, Cesaro et en 6e membre évidemment le retour de Daniel Bryan contre la Wyatt Family.
Maintenant, si Roman Reigns a un match lors des Survivor Series, vu que c'est le prochain challenger pour le titre, contre Seth Rollins, ça m'étonnerait qu'il ait 2 matchs et il faudra trouver un 6e membre de leur côté. Mais bon, vous prenez un John Cena, vous prenez un... oui, bah pourquoi pas John Cena qui reviendrait. Vous prenez... Non, bah il sera pas là John Cena, c'est vrai, il revient qu'en décembre. Mais vous prenez quelqu'un qui a un petit peu de grief envers la Wyatt Family de près ou de loin. Voilà, vous prenez quelqu'un comme ça. De toute façon, je pense que faire équipe avec l'Undertaker, déjà, vous dites oui. Donc, ça sent ça. Ça sent un truc énorme pour les 25 ans de carrière de l'Undertaker au Survivor Series. D'ailleurs, certains pensent d'ailleurs que ce serait son dernier match au Survivor Series, vu qu'il a commencé au Survivor Series. Il finirait au Survivor Series, sa carrière. Moi, comme je vous ai dit, je pensais qu'il allait finir à WrestleMania parce que ce serait chez lui au Texas. Maintenant, comme ils n'ont pas l'air... comme c'est Mark Calloway qui est originaire du Texas et pas l'Undertaker, qui lui est originaire de la Vallée de la Mort, peut-être que, storylinement parlant, ils vont le faire finir au Survivor Series, aux 25 ans de carrière, et voilà. Peut-être. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je pensais la reformation des Brothers of Destruction, donc peut-être que au Survivor Series, on aura cette reformation-là, qui vont continuer ensemble, et que le dernier match de l'Undertaker, ce sera à WrestleMania chez lui, et que ce sera la fin de sa carrière chez lui. Moi, je vois plus ça comme ça. Je ne vois pas sa fin de sa carrière au Survivor Series. Après, ce sera tout à fait possible, mais je pense d'ailleurs qu'ils vont faire quelque chose d'énorme, en tout cas j'espère, pour ses 25 ans de carrière. Et c'est sûr, à 98%, qu'il sera là. Et donc on aura Team Wyatt d'un côté, les 4 membres de la Wyatt Family, vous rajoutez Leo Kruger, vous rajoutez Bo Dallas ou vous rajoutez Tyler Breeze. De l'autre côté, vous rajoutez, s'il y a Tyler Breeze, évidemment, vous rajoutez Dolph Ziggler. Voilà, moi je vois ça plutôt comme ça. Team Wyatt contre Team Taker avec l'Undertaker en chef de file. Et tout le monde qui se bouscule au portillon pour faire équipe avec lui. Je vois plus ça comme ça, et pourquoi pas finir sa carrière au Survivor Series match. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ce serait quand même grandiose que ça se finisse chez lui au Texas lors de WrestleMania, mais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup pour lui, WrestleMania, c'est peut-être... puisque c'est au mois de mars, ça fait peut-être trop loin, hein. Il a quand même 50 ans. En tout cas, le match, voilà. J'ai apprécié, moi j'ai bien aimé ce côté hardcore qu'on nous a vendu. Est-ce que c'est crédible? Pas trop, mais est-ce que je suis passée au-dessus? Oui, voilà. En même temps, je suis pas très crédible parce que c'est l'Undertaker, vous savez, mon catcheur préféré. Que la Wyatt Family intervienne, j'ai pas trop compris pourquoi. Et en fin de compte, avec Raw et SmackDown, on a compris que c'était reparti pour un tour entre l'Undertaker et Bray Wyatt, puisque je vous rappelle qu'ils ont eu un match lors de WrestleMania et que c'était l'Undertaker qui avait gagné contre Bray Wyatt. Voilà, c'était tout pour ce bilan. Bah, n'hésitez pas à dire vous dans les commentaires si ça vous a plu. Pour la note de ce match, je vais donner un bon 8. Voilà, moi j'ai aimé. Même si l'Undertaker a perdu, j'ai aimé. Le bilan de ce pay-per-view, bah écoutez, moi j'étais un petit peu déçue. Les seuls matchs que j'ai bien aimés, c'était le match des Divas et ce match-là. J'ai trouvé que la carte, déjà la carte, elle me faisait pas envie. Mais quand j'ai vu le pay-per-view, je me suis dit que c'était un petit peu léger. C'était quand même Hell in a Cell. On a eu que 2 Hell in a Cell matchs. Ça se perd. Moi j'aimerais qu'on en ait plus. Et je me suis dit que ça sentait pas très bon pour les Survivor Series. Parce que là, les rivalités, elles s'estompent, on sait pas trop où on va. Voilà, là on sait à peu près qu'au Survivor Series, on aura Team Wyatt contre Team Taker. On sait qu'on aura Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. On aura Charlotte contre Paige, ça c'est pratiquement sûr. Pourquoi pas un Survivor Series match entre Team Bella et Team Bad, pourquoi pas. Pourquoi pas un... Après, pour le titre des États-Unis, bah, je ne sais pas. Le titre intercontinental, bah, pareil. Tyler Breeze contre Dolph Ziggler, ça c'est presque sûr qu'on aura ça au Survivor Series match. Voilà. Je suis restée un petit peu sur la fin. J'ai trouvé que Hell in a Cell, en fin de compte, ben, le nom
n'était pas approprié au match. On n'a pas eu vraiment de trucs hardcore, à part le dernier match où moi, personnellement, je suis rentrée dedans. J'ai trouvé que c'était vraiment hardcore, j'ai trouvé que c'était comme avant, et bah, j'ai bien aimé. Et je pensais pas qu'ils allaient faire 20 minutes de match. Donc voilà, bah, n'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, est-ce qu'il vous a plu ou est-ce qu'il vous a déplu. En note globale, je donnerais 6, parce que j'ai quand même bien apprécié. J'espère que pour les Survivor Series, eh ben, on aura quelque chose d'énorme pour fêter les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Donc bon anniversaire à lui, franchement 25 ans de carrière c'est juste énorme. Et si il finit là-bas à ses 25 ans de carrière, bah, ce sera juste énorme, on sera tous en train de pleurer. Et moi la première. Donc voilà, j'espère qu'ils feront quelque chose vraiment à la hauteur de ce que l'Undertaker fait pour eux. Parce que je trouve que de catcher dans ces conditions-là à 50 ans, alors qu'il est blessé, alors que son personnage, on n'y croit plus trop. Moi, rien que le fait, il rentre dans cette cage et il ferme cette porte, tout de suite, moi j'étais dans la main, je me suis dit, waouh, quand même, le mec a quand même des coronesses. Voilà, rien que ça, je me suis dit, waouh. Voilà, rien que ça, je me suis dit, ça y est, je sais que le match n'avait même pas commencé, que je savais que ça allait être bien. Rien que le fait de le voir rentrer comme ça. Et bien, c'est sur ces petites choses-là qui vont me manquer quand il sera plus là. Et je trouve que ce serait dommageable et même complètement nul qu'il fasse rien. Je pense qu'ils vont faire quelque chose parce que là, ça y est, ils nous refont la promo. D'ailleurs, ça, ils en font trop. Les 25 ans de carrière de l'Undertaker, le livre qui sort, blablabla. Oui, c'est bon, on a compris, hein. C'est pas la peine de nous le redire toutes les 36 du mois. Mais je pense qu'il va se passer un truc énorme. Faudra être là au Survivor Series. Ce sera au mois de novembre. Les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Des vidéos prévues, des vidéos pas prévues, en petit bonus. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!